L'année était 1884 et le vent qui balayait les grandes plaines du Dakota n'était rien d'autre qu'une force sans pitié. Il aplatissait la terre, rongeait les brins d'herbe clairsemés et assoiffés, et portait danser dans la poussière de milliers de milles stériles. Pour la jeune femme Lakota qu'on appelait Winona, ce vent n'était qu'une voix de plus dans un cœur de perte. Il hurlait comme le chagrin dans sa propre poitrine, un son si constant qu'il était devenu une part du silence même qui définissait désormais son monde. Elle était assise sur le banc dur du chariot, les mains liées mollement sur ses genoux, une précaution à la fois insultante et inutile. Elle n'avait plus nulle part où fuir. Son univers avait été réduit en cendres, non pas par les soldats, mais par la lente maladie rampante qui avait d'abord emporté sa mère, puis son père, puis les anciens qui portaient encore les récits de son peuple. Son frère, désespéré et vidé par la faim, avait conclu un marché. Il l'avait échangé, son unique famille restante, contre un fusil à répétition, 2 sacs de farine et une bouteille de whisky qui, sans doute, l'achèverait avant que l'hiver ne le fasse. Il ne l'avait pas regardé, pas une seule fois, tandis que les 2 trappeurs blancs aux yeux durs comme des éclats de glace l'emmenaient. Il avait simplement fixé le fusil dans ses mains comme si cet objet représentait désormais le poids d'un monde qu'il ne pouvait plus sauver. À présent, elle était une propriété, une marchandise. Ce mot se logeait dans son ventre comme une pierre. Les hommes lui parlaient rarement, et lorsqu'ils le faisaient, c'était en anglais rude et méprisant, qu'elle ne comprenait qu'à moitié. Il voyait le travail minutieux de perles sur sa robe de daim usée, non comme un art, mais comme une caractéristique du produit. Il voyait la longue tresse sombre qui descendait au-delà de sa taille, non comme un signe d'héritage, mais comme un atout. Il ne voyait pas la personne à l'intérieur, l'esprit qui semblait se défaire fil par fil, se dissoudre dans la poussière implacable qu'était devenue sa vie. Elle existait dans un état de résignation silencieuse, un souffle long et monotone retenu dans l'attente du coup fatal. Depuis longtemps, elle était déjà devenue un fantôme, bien avant que son corps n'ait abandonné. Le voyage dura ce qui lui sembla une éternité, rythmé par les chaos des roues et l'horizon plat et infini. Enfin, le chariot franchit une légère butte, et une ferme apparut à l'horizon, isolée et austère, découpée sur le violet meurtri du crépuscule approchant. Ce n'était pas une grande propriété. Une petite cabane robuste, bâtie de rondins grossièrement équarris et colmatée de boue, se dressait à côté d'une grange adossée à un appentis. Quelques enclos de fortune retenaient une poignée de bétail et 2 chevaux qui relevèrent la tête à leur approche. L'endroit semblait retenir son souffle, comme s'il se préparait à affronter le vide immense qui l'entourait. Il ressemblait au lieu le plus solitaire de la terre. Un homme sortit de la cabane, s'essuyant les mains dans un chiffon. Il était grand, large d'épaules, son corps solide et inébranlable comme la terre elle-même. Ses gestes étaient lents, mesurés, sans aucun mouvement superflu. Lorsque le chariot se rapprocha, Winona distingua les rides marquées autour de ses yeux et de sa bouche, non pas creusées par le sourire, mais par les regards plissés sous le soleil et par des paroles retenues. Ses cheveux avaient la couleur du maïs séché, sa mâchoire était ombrée de barbe. Il n'avait pas l'air cruel, pas comme les trappeurs. Il avait seulement l'air usé, réduit à l'essentiel, comme une pierre polie au fond d'un lit de rivière. Le trappeur nommé Pike grogna en arrêtant le chariot. « Callahan, voilà ce pourquoi tu as payé. » L'homme, Callahan, hocha lentement la tête, son regard balayant le chariot, les hommes, et s'arrêtant enfin sur elle. Winona soutint ce regard, son visage figé dans un masque de neutralité. Elle ne lui montrerait pas sa peur, elle ne lui donnerait pas ce pouvoir. Ses yeux, d'un bleu délavé, tenaient une immobilité profonde, un puits sombre de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Il n'y avait ni avidité, ni triomphe. Seulement une lassitude ancienne, accablante. La transaction fut rapide, brutale dans sa simplicité. Callahan tendit une petite bourse de cuir à Pike, qui la pesa dans sa main et grogna, satisfait. « Elle est à toi. Elle ne parle pas beaucoup anglais, mais elle est en bonne santé. » L'autre trappeur éclata d'un rire grossier. La mâchoire de Callahan se serra presque imperceptiblement. « Dégagez de ma terre, » dit-il, sa voix basse et rugueuse, semblable à des pierres qui grincent l'une contre l'autre. Ce n'était pas une requête. Surpris par la froideur définitive de son ton, les trappeurs ne perdirent pas de temps. Ils pressèrent leurs chevaux, firent demi-tour, et repartirent au trot, leur rire avalé par l'immense silence des plaines. Ils la laissèrent là, assise sur le banc du chariot, comme un simple bagage livré et abandonné. Elle se retrouva seule avec lui, l'homme qui l'avait acheté. Était-ce donc cela, la fin du chemin? Elle se raidit, son esprit se réduisant à un point dur et minuscule dans sa poitrine. Il resta immobile un long moment, le vent fouettant les mèches de ses cheveux autour de son visage. Il la regarda vraiment, et elle vit une étincelle passer dans ses yeux fatigués. C'était peut-être de la pitié et cela, elle le jugeait pire que la cruauté. Il s'approcha du chariot et tendit la main vers la corde qui liait ses poignets. Elle sursauta, reculant comme un animal acculé qui attend le coup. Il s'arrêta net, leva les 2 mains, paumes ouvertes. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il, sa voix adoucie. Il désigna les cordes.
Juste ça? I'll attend it. Comme elle ne bougeait pas, il tira de sa ceinture un petit couteau et, d'un geste prudent, trancha la corde. Elle tomba de ses poignets. Il ne la toucha pas. Il recula simplement, lui laissant de l'espace. Puis il se détourna et marcha vers la cabane. Il laissa la porte ouverte et disparut à l'intérieur. Il ne lui ordonna pas de le suivre, ne la força pas. Il lui laissa le choix même si, en vérité, il n'y avait pas de choix. Rester dans le chariot, au risque de geler avec la nuit, ou entrer dans la tanière du loup qui venait de l'acheter. Après une longue hésitation, les membres raides et glacés, Winona descendit du chariot. Ses pas, lourds comme du plomb, la menèrent vers le carré de lumière qui s'échappait de la porte ouverte de la cabane. La cabane n'avait qu'une seule pièce, propre et dépouillée. Un foyer de pierre dominait un mur, un petit feu y crépitait, projetant des ombres dansantes. Une table solide avec 2 chaises occupait le centre, un évier rudimentaire et quelques étagères garnies d'assiettes et de boîtes de conserve complétaient l'espace. Dans un coin, un lit était soigneusement fait. Mais ce fut l'autre côté de la pièce qui retint son attention. Contre le mur opposé se trouvait un petit lit de camp, un mince matelas recouvert d'une couverture propre mais rapiécée. Arthur Callahan se tenait près du foyer, le dos tourné vers elle. « Le lit de camp est pour toi », dit-il d'une voix basse, adressée au feu plus qu'à elle. « Il y a du ragoût sur le poêle. Mange quand tu auras faim. » Il ne se retourna pas, ne la regarda pas. Il venait de lui donner un lit qui n'était pas le sien. Winona resta figée sur le seuil, la confusion luttant contre une méfiance si instinctive qu'elle était devenue une seconde nature. C'était un piège, une épreuve. Les hommes n'achetaient pas de femmes pour leur donner de l'espace. C'était un mensonge, le prélude à la violence qu'elle savait inévitable. Elle demeura immobile près de la porte, silencieuse sentinelle, observant son dos. Il finit par prendre un bol de ragoût pour lui-même et s'assit à la table. Ses épaules étaient voûtées, il mangeait lentement, les yeux fixés sur les veines du bois. Il ne lui adressa pas la parole. Le silence de la petite cabane devint une chose vivante, plus lourd qu'une couverture, plus épais que la nuit dehors. Il était habité par les fantômes de sa vie à lui, et par les plaies fraîches de la sienne. Lorsqu'il eut terminé, il lava son bol et ses ustensiles, puis prit un vieux livre sur une étagère et s'installa dans le fauteuil près du feu. Il ne la regarda pas, ne reconnut pas sa présence, mais elle sentait qu'il l'avait remarquée dans la raideur de ses épaules, dans la tension de ses gestes. Les heures passèrent, le feu baissa. Finalement, poussée par le vide qui lui creusait l'estomac, Winona bougea. Chaque pas était mesuré. Elle servit une petite portion de ragoût dans un bol, sans détourner les yeux de lui. Il ne fit aucun geste, ne leva pas les yeux de son livre. Elle recula jusqu'au coin le plus éloigné, s'assit contre les rondins rugueux et mangea. Le ragoût était simple, viande de cerf et légumes racines, mais il était chaud et repoussa un instant le froid ancré dans ses os. Lorsqu'il se leva pour attiser les braises et préparer la nuit, il jeta un bref coup d'œil vers son coin. « Il y a des couvertures supplémentaires dans le coffre, » dit-il, sa voix basse comme un grondement. Puis il gagna son lit, ôta ses bottes et se coucha, tournant le visage vers le mur. Winona any dormit pa Sir Lilith de Camp. Elle ne pouvait pas se résoudre à faire confiance à cette douceur, à cette vulnérabilité. Elle prit l'une des couvertures qu'il avait indiquées, s'en enveloppa, et resta au sol, dans son coin, le dos fermement appuyé contre le mur. Elle contempla la lueur orange des braises, écoutant sa respiration régulière, attendant que le mensonge se révèle. Mais la nuit passa dans un silence assourdissant, et l'attaque qu'elle redoutait ne vint jamais. Les jours suivants s'installèrent dans un rythme étrange, tacite. Arthur se levait avant le soleil, ses gestes calmes et précis. Il rallumait le feu, mettait le café à chauffer, puis sortait à la grange s'occuper des animaux. Il ne lui adressait jamais la parole le matin, ne lui demandait pas de cuisiner, de nettoyer ou de travailler. Il laissait simplement de la nourriture sur le poêle, souvent de la bouillie ou des biscuits de la veille, puis allait vaquer à ses tâches. Winona l'observait par la fenêtre. Elle le voyait réparer des clôtures avec ses mains calleuses, puiser de l'eau au puits, ses muscles saillants sous sa chemise usée. Elle le voyait calmer un cheval nerveux, sa voix basse et apaisante, son toucher patient. Chaque geste semblait guidé par une nécessité intérieure. Il se noyait dans sa solitude, et son travail était la seule rive à laquelle s'accrocher. Elle, dans la maison, demeurait un fantôme. Elle ne mangeait qu'après son départ, lavait son bol, et regagnait son coin. Elle ne parlait pas, la parole appartenait à un monde dont elle ne faisait plus partie. Ses mots étaient pour son peuple, et son peuple n'était plus. Parler à cet homme serait une trahison de leur mémoire, une acceptation de cette cage, si dorée qu'elle paraisse. Sa méfiance ne s'effaça pas. LSE transforma en unbourdonnement constant. Elle le scrutait, cherchant la faille, la fissure derrière son calme. Elle remarquait qu'il évitait presque toujours son regard, comme si sa présence n'était supportable qu'à la périphérie de sa vision. Elle surprit,
Parfois, la profonde tristesse dans ses yeux lorsqu'il croyait n'être pas observé un chagrin aussi vaste et vide que les plaines dehors. Un après-midi, il rentra de la grange, le visage fermé. Dans ses mains, il tenait une petite boule grise, un oisillon tombé du nid, une aile tordue à un angle anormal. Il le déposa avec soin dans une petite boîte de bois garnie d'un morceau de tissu. « Pauvre petit » murmura-t-il, plus pour lui que pour elle. Il s'est cassé l'aile. Il tenta de lui donner de l'eau avec une pipette, mais l'oiseau était trop affolé et trop faible. Il resta longtemps assis, la boîte sur les genoux, sa grande main rugueuse posée tout près, comme si sa simple présence pouvait offrir du réconfort. Winona observait depuis son coin. Elle savait qu'une compresse d'Achillée aurait pu réduire l'enflure, qu'une attelle faite d'une brindille fine aurait pu soutenir l'os. C'était un savoir transmis par sa grand-mère. Mais elle se tut, enferma sa connaissance avec sa voix. L'oiseau mourut avant l'aube. Il l'enterra derrière la grange, sous un petit tas de pierres. Il n'en parla pas, mais un voile de chagrin supplémentaire sembla s'être posé sur lui. Le changement commença, non par une parole, mais par une aiguille. Des semaines avaient passé. Une soirée, Winona le vit s'énerver avec fil et aiguille, tentant de rapiécer son unique manteau convenable. Ses doigts, si habiles avec une hache ou une scie, se révélaient maladroits, épais. Il se piqua 2 fois, marmonna de frustration, puis abandonna, rejetant le manteau sur la chaise. Le lendemain, tandis qu'il était parti vérifier ses bêtes, Winona prit le manteau. Ses propres aiguilles et fils avaient disparu depuis longtemps, mais elle trouva dans un tiroir son maigre nécessaire à couture. L'aiguille était trop grosse, le fil trop épais, mais ses doigts n'avaient pas oublié leur savoir. Ils bougèrent avec une grâce sûre, disparue depuis des mois. Elle recousit la déchirure avec des points petits et réguliers, renforçant la couture, la rendant plus solide qu'avant. Ce n'était pas l'ouvrage raffiné qu'elle aurait pu faire avec ses outils, mais c'était robuste, entier à nouveau. Elle laissa le manteau plié sur sa chaise. Quand il rentra ce soir-là, transi par le vent, il le vit aussitôt. Il s'arrêta, fixa le vêtement. Il le prit, passa son pouce sur la ligne nette des points. Puis il leva la tête et la regarda pour la première fois depuis son arrivée. Ses yeux bleus s'écarquillèrent, étonnés, presque émerveillés. Il ouvrit la bouche comme pour parler, puis se ravisa. À la place, il lui adressa un léger signe de tête, un remerciement muet. Ce fut leur première vraie communication, une reconnaissance silencieuse, une offrande acceptée. Les semaines suivantes se déroulèrent sous le même rythme, mais quelque chose de subtil avait changé. Winona ne restait plus toujours dans son coin. Parfois, elle s'asseyait à la table lorsqu'il n'était pas là. Parfois, elle posait un morceau de bois supplémentaire dans le feu. De petites actions, presque invisibles, mais qui modifiaient la respiration même de la cabane. Arthur remarqua, sans rien dire. Il accepta son silence, comme il avait accepté le sien. Il semblait comprendre que chaque geste était une épreuve, une tentative fragile de tendre la main à travers un gouffre béant. Un matin, alors que le ciel était d'un gris perle et que la neige menaçait de tomber, elle sortit pour la première fois. La porte grinça lorsqu'elle la poussa, et l'air froid lui brûla la peau. Elle s'arrêta sur le seuil, la couverture serrée autour de ses épaules. Devant elle, les champs nus s'étendaient à perte de vue, interrompus seulement par la silhouette sombre de la grange et la ligne lointaine des collines. Arthur, penché sur une clôture cassée, leva la tête et la vit. Il any bouhea pas, any parle pas. Mais il retira lentement ses gants, et lui fit un signe de tête, presque imperceptible, comme pour lui dire qu'elle avait le droit d'être là. Ce simple geste, sans contrainte ni exigence, fit battre son cœur d'une manière nouvelle. Elle franchit 2 pas dans la neige, puis s'arrêta, les yeux rivés sur les traces de ses propres pieds. Elle resta ainsi longtemps, avant de retourner à l'intérieur. Mais le lendemain, elle sortit encore. Et le surlendemain. Peu à peu, l'air extérieur la guérit. Elle se surprit à sentir l'odeur du foin dans la grange, à écouter le souffle des chevaux. Elle se surprit même à fredonner doucement, presque sans s'en rendre compte, lorsqu'elle balaya le sol de la cabane. Un soir, tandis qu'il préparait du café, Arthur dit enfin une phrase qui lui était adressée. « Tu peux utiliser la bibliothèque, si tu veux. » Il avait parlé d'un ton calme, détaché, comme s'il parlait à la pluie. Pourtant, elle sentit le poids de cette ouverture. Elle leva les yeux vers l'étagère poussiéreuse. Une dizaine de volumes, usés, décolorés. Elle n'en prit aucun, pas ce soir-là. Mais ses yeux revinrent plusieurs fois vers eux, comme attirés par une flamme. Quelques jours plus tard, quand il s'absenta plus longtemps que d'habitude, elle céda. Elle monta sur une chaise et tira un livre. La couverture était usée, les lettres presque effacées. Elle l'ouvrit avec précaution. Les mots dansaient devant elle, elle pouvait les lire, mais lentement, avec effort. Chaque phrase était une lutte, mais aussi une victoire. Ce fut le premier moment depuis des mois où elle sentit son esprit respirer. Quand Arthur rentra,
Elle referma le livre d'un geste vif et le remit à sa place. Mais il avait remarqué. Il ne dit rien, seulement un bref éclat dans ses yeux, un éclat qu'elle ne sut pas encore interpréter. Puis vint la tempête. Une véritable tempête d'hiver, hurlant à travers les plaines, giflant les murs de neige et de vent. La cabane trembla, les volets claquèrent. Arthur passa 2 jours entiers à vérifier le toit, à sécuriser les animaux dans la grange, à empiler du bois près du feu. Winona l'aida pour la première fois. Elle tordit du linge humide pour calfeutrer une fissure, apporta de l'eau dans des seaux, et même, une fois, tint la lanterne pour lui pendant qu'il réparait une fuite au plafond. Ils ne parlèrent pas. Mais ils travaillaient côte à côte, et le silence qui les entourait n'était plus un mur, mais un pont fragile. La nuit du 3e jour, alors que le vent sifflait comme 1000 flèches dehors, le feu faiblit. Arthur s'était assoupi dans son fauteuil, la fatigue sculptée dans ses traits. Winona se leva, prit une bûche et l'ajouta au feu. La lumière éclaira son visage, et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentit pas prisonnière, mais gardienne de cet endroit. Ce fut aussi la nuit où elle parla enfin. Sa voix, rauque d'avoir été si longtemps réduite au silence, n'était qu'un souffle. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. Arthur ouvrit les yeux. Il la regarda longtemps, comme s'il cherchait une réponse dans les flammes. Enfin, il dit. « Parce que j'ai vu quelqu'un qu'on ne devait pas briser. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et simples. Elle ne répondit pas. Mais elle ne retourna pas dans son coin cette nuit-là. Elle s'assit sur le lit de camp, la couverture autour des épaules, et resta éveillée à écouter le souffle du vent. Le lendemain, le ciel s'éclaircit, et le monde, enseveli sous la neige, semblait neuf. Le printemps arriva tardivement cette année-là, mais il finit par se glisser dans les plaines. La neige recula, l'herbe perça de nouveau, et l'air se remplit de l'odeur de la terre humide. Les animaux reprirent des forces, et le rythme du travail changea. Winona, sans qu'ils en conviennent jamais par des mots, commença à l'aider plus ouvertement. Elle trayait les chèvres, portait de l'eau, ramassait du bois. Ses gestes étaient prudents, mais constants, comme si elle réapprenait à vivre dans un monde qui n'attendait plus sa destruction. Arthur ne fit jamais de remarques, ne la remercia pas. Mais son regard, parfois, s'attardait sur elle plus longtemps, avec une chaleur silencieuse. C'était une reconnaissance qui n'avait pas besoin de mots. Un soir, après une longue journée, elle remarqua qu'il boitait légèrement. Quand il retira ses bottes, elle vit l'enflure de sa cheville. Il tenta d'ignorer la douleur, mais son visage trahissait la tension. Sans réfléchir, Winona prit un chiffon propre, l'imbiba d'eau froide, et s'approcha. Ce fut la première fois qu'elle réduisit la distance volontairement. Elle s'agenouilla près de lui, posa doucement le tissu sur son pied. Il la regarda, surpris, ses lèvres entr'ouvertes pour parler, mais aucun son ne sortit. Ses doigts étaient précis, habitués à soigner, à guérir. Elle banda la cheville avec fermeté, mais sans brutalité. Quand elle eut fini, elle releva la tête. Leurs regards se croisèrent, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'elle ne connaissait plus, la gratitude pure, dénuée d'attente. « Merci » dit-il simplement. Ce fut la première fois qu'il prononça ce mot pour elle. À partir de ce soir-là, quelque chose se fissura en elle. Non pas sa méfiance, elle restait, tenace, mais une couche de glace qui recouvrait son cœur. Elle se surprit à guetter ses pas dans la grange, à attendre son retour lorsqu'il tardait. Elle se surprit à sourire, seule, en l'entendant fredonner doucement alors qu'il travaillait dehors. Un matin, elle sortit avant lui et trouva dans la neige fondue les premières fleurs sauvages, de petites corolles violettes qui bravaient le froid. Elle les cueillit sans réfléchir et les posa dans une tasse près de la fenêtre. Lorsqu'il entra et les vit, il resta immobile, frappé par la simplicité de ce geste. Il ne dit rien, mais ce soir-là, il ramena un morceau de bois qu'il avait sculpté, un petit oiseau, taillé à la main. Il le posa discrètement sur la table, comme une offrande silencieuse. Ce fut ainsi que naquit leur langage, gestes et silence, offrande muette, signe fragile d'une confiance nouvelle. Mais l'extérieur n'était pas si lointain, et le monde ne pardonnait pas leur étrange alliance. La rumeur de leur cohabitation commença à circuler. D'abord de simples murmures, le fermier taciturne qui avait acheté une femme indienne. Puis vinrent les regards hostiles lorsqu'il descendit en ville pour se procurer des provisions. Certains lui tournèrent le dos, d'autres crachèrent à ses pieds. Arthur resta de marbre, mais Winona voyait la tension grandir dans ses mâchoires, la manière dont il serrait les poings sous la table le soir. Elle connaissait ce poids, celui d'être jugé, rejeté, réduit à un mot. Pour la première fois, elle ne se sentait pas seule dans ce fardeau. Un soir, il rentra plus tard que d'habitude, le visage fermé. Elle vit une ecchymose sur sa joue, une trace sombre sous l'œil. Elle n'eut pas besoin de demander, les hommes de la ville avaient parlé à leur façon. Il s'assit lourdement, fatigué. Elle s'approcha, sans crainte cette fois, et posa doucement une compresse froide sur sa joue. Il ne dit rien, mais il ferma les yeux sous son geste.
Elle sentit son souffle ralentir, la tension se dissiper peu à peu. Cette nuit-là, elle ne retourna pas à son lit de camp. Elle resta assise près du feu, et lorsqu'il s'endormit dans son fauteuil, elle tira une couverture sur ses épaules. Elle resta là, éveillée, à veiller sur lui comme il avait veillé sur elle tant de nuits silencieuses. C'était la première fois qu'elle se sentait, non pas prisonnière, mais partenaire. Non pas achetée, mais choisie. L'été s'installa, chaud et lumineux, apportant avec lui une nouvelle vigueur. Les champs s'étaient couverts de fleurs, les rivières débordaient de vie, et les nuits tièdes invitaient à rester dehors, à contempler les étoiles. Winona, de plus en plus, passait du temps à l'extérieur. Elle retrouvait des gestes anciens, ramasser des herbes médicinales, reconnaître les empreintes dans la poussière, lever la tête au ciel pour lire la météo dans le vol des oiseaux. Arthur l'observait parfois de loin, sans intervenir. Il respectait son espace comme elle respectait le sien. Un soir de juin, ils s'assirent ensemble sur le perron pour la première fois. Le soleil se couchait lentement, enflamme les nuages de rouge et d'or. Arthur, les mains croisées devant lui, rompit le silence. « Mon père m'a appris à lire le ciel, » dit-il doucement. « Mais je crois que tu en sais plus que moi. » Winona resta silencieuse, puis, après un long moment, désigna une étoile brillante à l'horizon. « Celle-là revient toujours avant la pluie, » dit-elle dans un murmure. Ce fut la première conversation véritable entre eux, brève mais profonde. Elle sentit qu'un fil invisible les liait, tendu mais solide. Leurs journées se remplirent de travaux partagés. Elle commença à préparer des repas plus variés, en utilisant ce qu'elle savait des plantes et des racines. Lui réparait la clôture, travaillait au champ, mais parfois il l'appelait pour tenir une planche, pour l'aider à mesurer. Ces gestes simples devinrent un langage familier. Peu à peu, la cabane changea aussi. Winona cousit de nouveaux rideaux à partir de vieux draps, plaqua des fleurs séchées entre les pages des livres. Arthur fabriqua une étagère supplémentaire, un banc devant la porte. Leurs traces s'entremêlaient, rendant ce lieu moins une cellule et plus un foyer. Mais l'extérieur continuait de murmurer. Un après-midi, alors qu'ils revenaient d'une corvée près du ruisseau, ils croisèrent deux cavaliers. Des visages fermés, des regards froids. Les hommes ne dirent rien, mais leur silence contenait plus de menaces que des mots. Winona sentit son corps se raidir, ses doigts se resserrer sur le panier qu'elle portait. Arthur se plaça instinctivement entre elle et eux, le dos droit, les yeux durs. Les cavaliers passèrent, mais le danger resta suspendu dans l'air. Cette nuit-là, elle rêva de flammes et de cris, de chevaux lancés à travers les plaines. Elle se réveilla en sursaut, couverte de sueur. Arthur était assis près du feu, éveillé. Il leva les yeux vers elle et demanda. « Mauvais rêve ?» Elle hocha simplement la tête. Il ne dit rien de plus, mais lui tendit une tasse de café chaud. Elle l'accepta, ses doigts effleurant les siens. Ce geste simple calma la tempête dans son cœur. À mesure que l'été avançait, leur lien se renforça. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais chaque mot comptait. Chaque silence n'était plus un vide, mais un espace partagé. Un soir, alors qu'ils réparaient ensemble le toit de la grange, Arthur glissa et manqua de tomber. Winona, sans réfléchir, attrapa son bras et le retint de toutes ses forces. Le poids faillit l'emporter, mais il réussit à se stabiliser. Quand il se redressa, haletant, il la regarda droit dans les yeux. Dans ce regard brûlait quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, la reconnaissance de son existence, non comme une ombre, mais comme une égale. « Tu m'as sauvée » dit-il avec un sourire rare, presque timide. Elle détourna les yeux, mais ses lèvres tremblaient. Elle sentit, pour la première fois, non seulement la peur de perdre, mais le désir de protéger. L'été continua ainsi, tissé de petits instants, elle qui chantait doucement en ramassant des bailles, lui qui sculptait un nouveau petit animal en bois pour elle, elle qui l'aidait à charger du foin, lui qui corrigeait doucement sa posture pour qu'elle ne se blesse pas. Des gestes simples, mais qui bâtissaient pierre après pierre quelque chose de fragile et de fort à la fois. Mais le monde extérieur approchait, inévitable. Les murmures devenaient plus insistants, les regards plus lourds. Arthur le savait, et Winona aussi, leur fragile refuge ne pouvait pas rester intact pour toujours. L'automne arriva, plus rude que les autres années. Le vent s'engouffrait dans les fissures, charriant l'odeur des pluies froides et des feuilles mortes. Les nuits s'allongèrent, et les journées, bien que remplies de tâches, semblaient se rétrécir sous un ciel de plus en plus bas. Winona ressentait à nouveau ce poids, celui des ombres qui la poursuivaient. Pourtant, dans la cabane, une chaleur nouvelle persistait, non pas celle du feu mais celle de la présence d'Arthur. Un soir, alors que la pluie battait violemment contre les vitres, Arthur posa son livre et dit d'une voix grave. « Les hommes en ville parlent encore. Je le sens. » Winona leva les yeux, c'est très immobile. « Ils viendront ?» Il hocha la tête. « Pas aujourd'hui, pas demain peut-être. Mais leur jalousie, leur cruauté, cela ne disparaît pas. » Ces mots résonnèrent longtemps dans le silence. Elle comprit alors que leur paix fragile était comme une flamme dans le vent,
belle mais toujours menacée. Pourtant, elle ne céda pas à la peur. Elle avait traversé trop d'horreurs pour reculer maintenant. Elle se jura qu'elle défendrait cette terre, cette cabane, cet homme qui lui avait offert, sans le savoir, une nouvelle raison de respirer. Les jours suivants, ils commencèrent à se préparer, sans en parler vraiment. Arthur vérifiait les armes, réparait les outils, renforçait les barrières autour de l'enclos. Winona, de son côté, rassembla des herbes médicinales, confectionna des bandages avec de vieux tissus, apprit à manier plus sûrement encore la carabine. Ce n'était pas une préparation de guerre, mais une promesse silencieuse, il ne se laisserait pas prendre sans résistance. Un matin, ils furent réveillés par un hennissement paniqué. Arthur sortit précipitamment, le fusil à la main, et trouva des traces fraîches de sabots autour de la propriété. On les avait observés, peut-être testés. Son visage se durcit davantage. Winona, en voyant cela, sentit une colère monter en elle, une force nouvelle. Elle n'était plus la femme arrachée à son peuple, réduite au silence. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle devenait une gardienne. Et puis, un soir d'octobre, tout bascula. Alors que le crépuscule s'épaississait, 5 silhouettes apparurent à l'horizon. Leurs chevaux avançaient d'un pas décidé, leur allure arrogante ne laissant aucun doute sur leurs intentions. Arthur se posta devant la maison, son fusil à la main. Winona, derrière la fenêtre, sentait son cœur battre comme un tambour. Elle ne tremblait pas. Ses doigts caressaient déjà la crosse du fusil qu'elle avait chargé elle-même. Les cavaliers s'arrêtèrent dans la cour. Leurs visages durs, leurs rires gras, leur odeur de whisky et de sueur emplirent l'air. Le chef, un homme large avec une cicatrice sur la joue, fit avancer son cheval d'un pas et cracha à terre. « Alors, Callahan, on dit que tu caches quelque chose ici. Une belle prise. Montre-la nous. » Arthur serra la mâchoire, son fusil bien en vue. « Vous n'avez rien à faire ici. » Repartez. Un rire cruel éclata parmi les hommes. « Elle est à l'intérieur, pas vrai ?» fit le chef. « Une squaw qu'on t'a vendue. Tu crois pouvoir la garder pour toi ?» Winona sentit une brûlure dans sa poitrine. Les mots la frappèrent comme des pierres. Mais en même temps, ils éveillèrent une détermination glaciale. Elle n'était pas une marchandise, pas une ombre. Elle n'appartenait à personne, et elle ne laisserait pas ces hommes la détruire encore une fois. Alors, au moment où les intrus commencèrent à descendre de cheval, elle ouvrit la porte. Son visage était ferme, ses yeux sombres remplis d'une fureur tranquille. Dans ses mains, elle tenait le fusil d'Arthur, parfaitement stable. Elle le pointa droit sur la poitrine du chef. Le silence s'abattit instantanément, lourd et tendu. Les hommes échangèrent des regards. Ce qu'ils voyaient n'était pas la proie qu'ils espéraient, mais une guerrière. Leur certitude vacilla. Le chef fronça les sourcils, hésitant. Arthur, à côté d'elle, garda son arme levée, mais ce fut le regard de Winona qui fit reculer l'ennemi. « Ce n'est pas un jeu, dit-elle d'une voix claire. Partez. » Les intrus restèrent figés une seconde, puis, sentant que le prix serait trop élevé, reculèrent à contre-cœur. Le chef cracha encore, son visage déformé par la haine. « Ce n'est pas fini, Callahan, lança-t-il. Tu regretteras de t'être dressé contre nous. » Puis ils remontèrent à cheval et s'éloignèrent, laissant derrière eux une poussière amère. Quand le silence retomba, Arthur baissa lentement son fusil. Ses yeux rencontrèrent ceux de Winona. Dans ce regard, il y avait tout, la peur, la gratitude, le respect. Un mur invisible venait de tomber entre eux. Elle n'avait pas seulement défendu sa propre dignité. Elle avait défendu leur maison, leur vie commune, leur fragile mais véritable famille. Cette nuit-là, ils mangèrent en silence, mais ce silence n'était plus lourd. Il était empli d'une paix nouvelle, presque douce. Arthur posa soudain son bol et parla d'une voix qui tremblait légèrement. Tu m'as sauvé. Pas seulement aujourd'hui. Depuis le premier jour. Winona baissa les yeux, émue, incapable de répondre. Alors, doucement, elle posa sa main sur la sienne. Ce simple geste était une promesse. L'hiver s'abattit sur les plaines, plus cruel encore que les précédents. La neige ensevelissait les clôtures, le vent hurlait dans les collines, et chaque pas dehors devenait une lutte contre la glace et la fatigue. Pourtant, dans la petite maison de bois, une lumière persistait, fragile mais tenace. Winona et Arthur partageaient ce feu, cette chaleur qui n'était plus seulement celle du foyer mais celle de deux cœurs liés par l'épreuve. Chaque matin, Arthur sortait pour nourrir les animaux, le souffle gelé, les doigts meurtris par le froid. Winona préparait la soupe, entretenait le feu, surveillait le ciel qui semblait se rapprocher toujours davantage de la terre. Elle avait appris à reconnaître chaque son dans le silence de la neige, le craquement d'une branche, le galop d'un cheval lointain, ou le bruit inquiétant d'un pas qui n'appartenait pas au vent. Un soir, alors que la tempête faisait rage, Arthur revint couvert de givre, le visage sombre. Il posa son fusil près de la porte et parla d'une voix basse. « Ils n'ont pas disparu. Je les ai vus. 3 cavaliers, à l'orée de la forêt.
Il nous guette. Lucerda, Winona, Essisera. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant que ces hommes ne reviennent, plus nombreux, plus déterminés. Pourtant, elle ne laissa pas la peur envahir ses gestes. Elle alla chercher les bandages qu'elle avait préparés, vérifia encore une fois la poudre et les balles, rangea soigneusement chaque chose à portée de main. Arthur la regardait, surpris par cette force tranquille. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, son regard droit. « J'ai connu pire. Mais je ne fuirai plus. Pas cette fois. » Ces mots tombèrent comme une vérité indiscutable. Arthur sentit un frisson lui parcourir la nuque. Elle n'était pas seulement une compagne dans sa solitude, elle était devenue son égale, son pilier. Les jours passèrent, lourds de tension. Chaque bruit dehors faisait battre leur cœur plus vite. Mais aucun ennemi ne franchit encore la limite invisible qui protégeait leur terre. Peut-être attendait-il le bon moment. Peut-être voulait-il les briser par la peur avant de les attaquer. Pourtant, au milieu de cette menace constante, un miracle silencieux naquit. Winona découvrit qu'elle portait en elle une nouvelle vie. Elle le comprit d'abord par la fatigue inhabituelle, par le tremblement de ses mains le matin, par une intuition profonde que son corps murmurait. Lorsqu'elle en parla à Arthur, la neige tombait doucement derrière la fenêtre. Il resta figé un instant, les yeux grands ouverts, puis son visage se brisa en un sourire rare, éclatant, presque enfantin. Un enfant? Balbutia-t-il. Ici, avec nous? Winona hocha tête, un sourire discret, vuex lèvres. Oui. Arthur s'assit, ému, ses mains tremblantes cherchant les siennes. Le silence qui suivit n'était pas un silence de peur, mais de gratitude. Dans ce monde brutal, au milieu des menaces et des hivers impitoyables, une graine d'avenir venait d'éclore. Les semaines suivantes furent marquées à la fois par la préparation et par l'espoir. Winona cousait de petits vêtements à partir de vieux tissus, Arthur renforçait encore les murs de la maison, comme s'il voulait bâtir une forteresse pour protéger ce qui allait naître. Chaque soir, ils parlaient de l'avenir, parfois à voix basse, parfois seulement par des gestes. Leurs regards se croisaient et disaient plus que des mots. Mais le danger, lui, ne disparaissait pas. Les cavaliers revenaient rôder, laissant des traces dans la neige. Une nuit, on entendit des coups de feu au loin. Le bétail s'agita, et Arthur passa des heures dehors, fusil à la main, guettant la moindre ombre. Winona, derrière la fenêtre, priait en silence pour que l'aube vienne sans drame. Enfin, au cœur de janvier, l'inévitable arriva. Les silhouettes réapparurent, plus nombreuses cette fois. Sept cavaliers, leurs chevaux soufflant des nuages de vapeur dans l'air glacé. Ils s'arrêtèrent devant la maison, leurs fusils luisant sous la lune. Arthur sorted. La carabine levée. Winona, derrière lui, serrait le fusil qu'elle avait juré d'utiliser sans trembler. Le chef, celui à la cicatrice, lança d'une voix dure. « C'est notre dernier avertissement. Donne-la nous, Callahan, et tu vivras. » Arthur Nebraska, buhea pas. Elle n'est pas à donner. Elle est chez elle ici. Un rire cruel éclata parmi les hommes. Le chef leva son fusil. « Alors vous mourrez ensemble. » Le silence qui suivit fut coupé par le claquement sec d'une arme que l'on arme. Ce bruit ne venait pas d'Arthur. C'était Winona. Elle avait avancé, son fusil pointé droit sur le chef, son regard brûlant d'une force qui fit reculer même les plus hardis. Un instant suspendu passa, où tout pouvait basculer. Le vent soufflait, la neige crissait sous les sabots. Puis, contre toute attente, les cavaliers hésitèrent. Peut-être virent-ils dans ses yeux une détermination plus forte que la mort. Peut-être comprirent-ils que cet endroit n'était plus une proie facile. Alors, dans un mouvement brusque, ils tirèrent en l'air et tournèrent leurs chevaux. La neige se souleva derrière eux alors qu'ils disparaissaient dans la nuit. Mais leurs cris, leurs menaces, résonnèrent longtemps encore dans l'air glacé. Arthur et Winona restèrent dehors, les armes encore levées, jusqu'à ce que le silence retombe vraiment. Puis ils rentrèrent, épuisés mais vivants. Arthur posa sa main sur l'épaule de Winona et murmura. « Tu es plus courageuse que n'importe quel homme que j'ai connu. » Elle baissa les yeux, émue, mais au fond d'elle, elle savait, ce courage ne venait pas seulement de la survie, il venait de l'amour qu'elle portait désormais, pour lui et pour l'enfant à naître.